Bonjour tout le monde et bienvenue dans le podcast de l'Observatoire de la sensibilité. L'Observatoire de la sensibilité a été créé par Saverio Tomasella, co-dirigé l'année dernière par Fanny Marais et Elodie Crépel, reprise cette année par Christine Leclerc-Scherling et Alban Bourdi. Je suis Audrey Hernandez, coach de vie pour femmes au potentiel intellectuel et hautement sensibles. J'accompagne la reconversion professionnelle des femmes atypiques. Cette année, j'ai souhaité te partager des portraits de personnes formées au sein de l'Observatoire de la sensibilité sous différents angles. Différents parcours et sujets y seront donc abordés. J'accueille Marion Como, formée au sein de l'Observatoire de la sensibilité. Elle a souhaité te délivrer ce qu'elle entend le plus souvent à son cabinet. Bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Audrey. Comment vas-tu? Écoute, ça va bien, super bien. Super, bienvenue sur le podcast pour la semaine de la sensibilité. Aujourd'hui, tu vas nous présenter ta façon de travailler, comment tu accompagnes les personnes sensibles, hautement sensibles et atypiques. Ton sujet, c'est qu'est-ce que j'entends le plus souvent lors de mes accompagnements en thérapie. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, je m'appelle Marion Como, j'ai 41 ans et je suis psychopraticienne et je me suis spécialisée dans l'accompagnement des atypies, donc en particulier le haut potentiel intellectuel et la haute sensibilité. Donc, j'ai suivi la formation de l'Observatoire et je me suis formée aussi en complément auprès d'Élodie Crépel. Voilà, donc je reçois mes patients en cabinet dans les Hautes-Alpes, mais aussi à distance, en visio. Donc c'est important parce que comme ça, je peux voir des personnes un peu partout dans le monde qui n'ont pas forcément des relais près de chez elles. Donc voilà, donc ça me tient aussi à cœur de le faire en visio. Super, merci. À bon entendeur, entendeuse, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, à nos auditeurs et auditrices. Est-ce que tu peux, j'essaye de rebondir sur ton terme, pardon, de psychopraticienne. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est? Oui, en fait, j'ai suivi une formation en psychologie et en psychopathologie dans une école privée. Donc c'est en ça que c'est différent de psychologue qui lui suit des études dans la faculté en France. Et mon travail consiste à faire de la thérapie. Donc en fait, je vois des patients et des patientes en thérapie quand ils ont un problème dans leur vie, un souci quotidien. Ça peut être de la dépression, ça peut être de l'anxiété, ça peut être les phobies. Ça peut être tout simplement un mal-être général, en fait, quand quelque chose dans le quotidien ne va plus. Mon rôle, c'est de les écouter, de comprendre pourquoi et de leur faire comprendre pourquoi et comment ils peuvent agir dans leur quotidien, en fait, pour aller mieux eux-mêmes, au sein de leur famille, dans la société, dans leur entreprise. Donc voilà, je suis leur compagnonne, si on peut dire comme ça, pour les aider au quotidien et je suis un peu une béquille dans leur histoire de vie quand ça va pas. Super, Voilà. Je sais pas ça si j'ai donne répondu à envie. ta question, si ça Si, donne si, question. tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Alors, du coup, ton sujet pour le podcast aujourd'hui, est-ce que tu peux nous en parler? Donc, je vais le répéter. Qu'est-ce que tu entends le plus souvent lors de tes accompagnements en thérapie? Alors en fait, je reçois des patients et des patientes, donc beaucoup plus de patientes que de patients. Les De femmes femmes. viennent plus souvent consulter, notamment sur la sensibilité. Et donc en fait, ce que j'entends le plus souvent, déjà quand je les reçois, je perçois beaucoup de souffrance. Souvent, voilà, c'est que elles se comprennent plus, elles sont plus adaptées. Et il y a vraiment ce côté-là, et ça se revoit dans les dans les trois thèmes que je vois le plus. Le premier, c'est s'il vous plaît, je veux un bouton on-off. C'est-à-dire que Le fameux. les personnes qui sont hautement sensibles souvent réfléchissent beaucoup et en continu. Donc on peut appeler ça l'overthinking ou les ruminations. Et le plus souvent, c'est sur des petits détails du quotidien ou sur des scénarios qui peuvent être plus noirs ou catastrophiques. Et c'est un peu ce qu'on a appelé le petit hamster qui tourne dans la Mhm. tête. Euh, et donc en fait, quand je les vois, il y a vraiment une grosse souffrance et une volonté que ça s'arrête net. Donc là, je vais un peu donner la fin avant, c'est qu'il y en a pas et que donc elles ont une petite phase de déception. Et pour le coup, mais ensuite il y a plein d'autres solutions. En fait, j'essaie de leur faire comprendre que c'est un avantage.
d'avoir un cerveau qui tourne vite, mais que faut le faire tourner en fait avec les bonnes informations, des choses intéressantes, des choses joyeuses ou en tout cas qui nous motivent, qui nous donnent envie de faire des choses. Et donc la première étape, c'est un bilan. C'est-à-dire, on fait le bilan, comment fonctionne votre cerveau? Et là, je leur fais vraiment comprendre. Alors, un bilan, ça peut être que entre nous lors d'une séance. Ça peut être un bilan un peu plus long avec les outils qu'on peut avoir, avec des tests, des choses comme ça. Mais en tout cas, on détermine ensemble ce qui est le mieux pour elles, pour qu'elles comprennent finalement qui elles sont et en fait, comment elles peuvent vivre avec ça. Une fois qu'on a compris, déjà, ça débloque beaucoup de choses. On se dit, Ouais. OK, je comprends ça, donc ça va aller mieux. Et en fait, la deuxième étape, c'est l'action. C'est en fait nourrir ce cerveau. Donc souvent intellectuellement, donc ça peut être se mettre dans des projets qu'on n'aurait pas osé ou en tout cas qui nous paraissent tout petits, mais finalement des toutes petites marches, ben, ça fait quelque chose d'assez impressionnant. Des lectures, des hobbies, on peut se mettre à la peinture, on peut se mettre même si c'est pour gribouiller quelque chose, même si c'est pour chanter dans notre salle de bain, juste vraiment mettre en place plein de choses pour nous qui enrichissent finalement nos pensées et qui peuvent aussi comment dire, produire des choses intéressantes et en tout cas qui nous font aller de l'avant. Donc ça, c'est super important. Et souvent, le bottom on-off, il concerne les pensées, mais il concerne aussi les hyperesthésies, c'est-à-dire en fait tous les sens qui peuvent être exacerbés chez les personnes hautement sensibles. Donc c'est pareil, l'étape de leur faire prendre en compte ça. Fonctionne mieux chez moi? Trop souvent. Et en fait, comment je peux. Donc, ça peut être, si c'est vraiment. On aime les belles choses, c'est aller dans les musées, aller dans la nature. Finalement, c'est des choses qu'on fait pas forcément, mais en fait, qu'on adore. Donc, en fait, l'exercice que je donne souvent, c'est lister tout ce que vous adoriez faire. Vous avez une baguette magique, du temps, de l'argent. Et souvent, on s'aperçoit que c'est pas forcément des trop cher ou trop loin, c'est juste qu'on n'y pense pas. Et je leur dis, essayez d'en mettre une par semaine dans votre quotidien. Et finalement, ils s'aperçoivent qu'ils remettent une sortie au musée qu'ils avaient repoussée, 5 minutes de coloriage. Et en fait, toutes ces petites choses-là font que le cerveau va réfléchir sur des choses plus positives qui font plus avancer et remplir finalement le quotidien de petites choses un peu sympas. Et on s'aperçoit que ça, sur le mental, c'est fou, comme en 15 jours, je vois des changements chez mes patients, juste on peut dire, réenchanter un peu, en tout cas prendre conscience de notre cerveau et de l'alimenter différemment. Voilà pour la Réenchanter première. son cerveau. C'est super comme, comme phrase. Euh, donc tu parlais de trois choses que tu Ouais. entends souvent en thérapie. Donc là, pour résumer, donc en gros, c'est faire comprendre son fonctionnement pour aller sur l'étape d'après et se sentir un peu mieux déjà de l'intérieur. Mm. Oui, exactement. C'est tout à fait Mm. ça. C'est bien résumé. Merci. Qu'est-ce que tu entends d'autre en thérapie? Le deuxième que j'entends souvent, et là, c'est les femmes. C'est en fait, mon enfant est très sensible, mon enfant est haut potentiel. Et en fait, souvent, Ouais. et j'entends derrière, mais ça, c'est sûr, ça vient de leur père. Et en fait, c'est souvent des jeunes mamans qui viennent me voir, ou enfin jeunes, ou en tout cas qui ont des enfants souvent scolarisés parce que c'est l'école qui leur a dit mon enfant fonctionne comme votre enfant est comme ci, comme ça, il rentre pas trop dans la norme, il est trop ceci, trop cela, faites-le bilanter. Ça, on l'entend beaucoup. L'éducation nationale est de plus en plus formée à ça, les instits, et donc du coup, souvent les enfants, c'est pour mes patientes, c'est dans 90% des cas la porte d'entrée. C'est-à-dire que leur enfant a été voilà, diagnostiqué, a été évalué. En tout cas, il y a une prise de conscience des atypies des enfants. Et la première réflexion des mamans, c'est non, mais c'est leur père. Et en fait, en creusant, on s'aperçoit, et notamment la haute sensibilité, que c'est chez elles que ça se trouve aussi. Mais qu'elles s'interdisent, en fait, elles viennent juste parce qu'elles sont en souffrance. Et finalement, mon rôle de thérapeute, c'est de faire le lien entre ouais, ce qui se passe pour vos enfants et qui vous brasse un peu, et ce que vous êtes vous et ce qui finalement fait qu'il y a des choses qui vont pas dans votre quotidien. Bah voilà, en fait, en regardant les deux avec un peu de recul, on se rend compte qu'il y a souvent de l'hypersensibilité ou d'autres atypies chez elles. Et c'est là-dessus, en fait, qu'on travaille. Et il y a plusieurs séances de prise de connaissance. Ça passe aussi parfois par un bilan, de se dire, ah bah non, en fait, les atypies, elles sont peut-être chez moi. Ouais, enfant, en fait, mon fils me rappelle bien ça, et ainsi de suite. Et en fait, je le vois beaucoup, beaucoup. Et cette phrase de c'est pas moi, ça vient du père, c'est Mhm. assez terrible à entendre parce que on a l'impression que c'est à travers leur enfant qu'elles prennent conscience de leur fonctionnement. Euh,
Mais après, voilà, je me dis aussi que c'est une porte d'entrée qui est plutôt aussi chouette parce que ça leur donne une porte d'entrée quoi qu'il arrive. Et donc, on Oui, travaille là-dessus. On travaille aussi parfois sur pourquoi ça a mis autant de temps avant de se questionner personnellement. Et du coup, en thérapie, c'est très, très riche. Et voilà. Donc, c'est vraiment la deuxième phrase que j'entends le plus dans mon cabinet. c'est rigolo parce que toi, tu es thérapeute et moi coach, et c'est quelque chose vraiment que j'entends. Je Mm. pense à presque chaque personne que j'accompagne. Ouais. C'est pas moi, ou alors ça a dû sauter une génération, quelque chose comme ça. Voilà. Oui, il y En a gros, ça aussi. la personne, la maman n'est pas du tout concernée. Non. Et quand elle commence à faire des lectures pour leur enfant, elle se rend compte qu'en fait, c'est leur description de fonctionnement. Et, hum, et à la fois, il y a encore, je ne sais pas ce que tu penses ou ce que tu as pu observer, il y a à la fois je rentre plus ou moins dans ce qui est décrit, dans ce que j'entends, etc. Mais enfin, c'est quand même un peu basique et banal. Tout le monde est comme ça, donc oui, tout le monde est sensible, mais tout le monde n'a pas cette très haute et très forte et très extrême Mm. sensibilité. C'est encore une jauge totalement différente. Et surtout, je peux m'apercevoir, moi, que chaque sensibilité appartient à chaque individu et tout le monde est différent. Donc, c'est pas une liste à cocher. Mm. Il n'y a pas, je me sens, je sais pas, percutée par la lumière, par les sons. Non, en fait, il y a des choses qui sont très bien vécues par d'autres, et puis d'autres vont me dire, bah, voilà, la lumière, quand il y en a trop, j'ai besoin de me retrouver dans une pièce beaucoup plus sombre, etc. Et c'est pas parce qu'on ne coche pas tout qu'on ne l'est pas. C'est pas un défi, c'est pas challenge de ce côté-là. Je sais pas ce que toi tu peux voir, mais moi je trouve que autant il y a de personnes, autant il y a de sensibilité, quoi. Ouais, moi, enfin, je perçois pareil dans mon cabinet. C'est un peu mon rôle de légitimer un peu tout ce qu'elles vivent. En fait, à chaque fois, de revenir en disant, bah là, oui, enfin, c'est légitime, mais c'est pas parce que vous avez pas tel truc. Et effectivement, je reprends presque à la rigueur, c'est moi qui prends la liste en disant, mais dans ma tête, hein, en disant, voilà, vous avez ça, ça, ça reste quand même quelque chose de hyper, enfin, en tout cas, d'un peu plus, comment dire. Mon rôle aussi, c'est de leur expliquer en quoi la haute sensibilité, qu'est-ce que ça apporte dans le quotidien. Alors, j'aime pas parler de normes, mais pour finalement comprendre comment on se situe, il faut bien qu'on remette un peu finalement des mots et des étiquettes à des endroits pour que les gens comprennent que effectivement, la plupart des gens, en tout cas beaucoup de gens dans notre société, ne perçoivent pas le monde de telle manière, mais vous, par contre, vous le percevez de cette manière-là. Donc, c'est quelque chose d'un peu différent, mais juste pour qu'elles le comprennent, pas pour stigmatiser, pas pour mettre dans des boîtes. C'est juste que quand on a les bonnes infos, les beaux noms, et ben en fait, on sait, on se comprend mieux en fait. On peut chercher des infos, on peut s'interroger, on peut se comparer parce qu'on se compare Oui, toujours, mais autant se comparer avec finalement la bonne lecture. Donc oui, je pense que c'est notre rôle de mettre des mots finalement. Tout en disant, voilà, ça fait partie de vous, comme vous êtes brune, comme vous êtes, je sais tout à pas, fait. gauchère, comme vous êtes, et ainsi de suite. Et du coup, finalement, au bout d'un moment, ben, ok, ben, je fonctionne comme ça. Et finalement, les étiquettes ne servent plus à rien. Mais il y a une phase, je pense, en tout cas, où il faut les mettre pour que finalement, on s'identifie, on ait une carte, on ait une boussole, et on se dise, voilà, bon, Tout à je fait. fonctionne comme ça. Et puis après, ben, on oublie, et puis on n'a plus d'étiquette, et puis souvent, c'est le meilleur, c'est le meilleur moyen, voir qu'on Bon. s'est intégré complètement, c'est quand on met plus d'étiquette. Mais pour moi, en tout cas, je pense que la phase est nécessaire. Oui, la phase de compréhension, puis après, ça s'envole, entre guillemets, parce qu'on a compris comment on était. Et Mm. je dirais, au-delà de comprendre, c'est accepter aussi. Ouais, c'est ça. On peut être différent. Finalement, chaque être humain est différent. On a l'impression qu'on est tous semblables, parce que peut-être qu'on a voulu nous faire croire qu'il faut rentrer dans tel ou tel schéma, mais on est tous différents et on le Mm. vit tous de la même manière. Et une fois que c'est bon, c'est bien vécu par la tête et le corps, quand c'est rallié, ben, finalement, on avance un peu plus vite, quoi. Ouais, exactement. Qu'est-ce que tu entends pour terminer ce tour, ces trois choses que tu entends en accompagnement? Le dernier, c'est mon Dieu, je suis pas folle. Je vais vous raconter une anecdote, un des bilans qui s'est passé. Donc j'ai l'accord de ma patiente, qui était très Ok, spontané. Et, donc j'ai fait un bilan avec elle, et en fait à chaque question, enfin j'ai compté au final parce que je me suis pris un post-it et j'ai compté. Elle m'a dit 17 fois, oh putain, mais c'est trop moi et pardon parce qu'elle dit ça.
Elle me dit, Ça oh, sortait mais du ça cœur. sort tout seul. Et en fait, donc j'ai compté parce qu'au bout du 2, 3e, en fait, à chaque question, et en fait, le bilan qu'on avait fait ensemble, donc c'était sur sa sensibilité, on est allé un peu plus loin dans les atypies. En fait, elle me dit, les questions, elles me parlent trop et c'est trop moi. Et je me dis que si vous en faites un questionnaire, c'est que je dois pas être toute seule. Et en fait, je l'entends beaucoup. Alors là, c'était dans le cadre d'un bilan, mais même en consultation, j'ai souvent des patients qui me disent, en fait, merci, ça fait du bien d'être entendu. Et donc, au bout d'une fois, 2 fois après, je leur pose la question, mais je fais, mais pourquoi certaines fois ou avec d'autres thérapeutes, d'autres psys ou d'autres médecins, n'importe pourquoi, parce qu'à chaque fois, on me dit que bah, soit c'est dans ma tête, soit on comprend pas bien Mm. ce que je veux dire. Et en fait, j'en ai beaucoup qui viennent dans mon cabinet en me disant, je crois que je suis bipolaire. Donc ça revient souvent. C'est-à-dire que, C'est vrai. en fait, c'est leurs émotions qui viennent assez rapidement et je peux être en colère et juste après, ça va. Et puis ça peut aller. Et puis finalement, il y a trop de bruit et après, je m'emporte. Et en fait, quand elle me décrit, je suis, mais à quel moment vous avez pensé que vous étiez bipolaire? Elle fait, parce que ça fait plein de phases, parce que un médecin me l'a dit, parce que, et en fait, je trouve ça assez dommage, parce que je dis pas qu'il n'y a pas des personnes qui peuvent être bipolaires, c'est pas mon cas, enfin, c'est pas mon propos, pardon, mais quand je leur dis, quand on creuse un peu, on s'aperçoit vraiment que derrière, c'est souvent de la haute sensibilité ou d'autres atypiques, elles ne le comprennent pas. Et en fait, ne serait-ce que d'avoir une écoute éduquée, je vais dire, en tout cas en ayant cette info sur les atypies, en particulier la sensibilité élevée, et ben en fait, on se rend compte qu'on les comprend avec les bons mots et qu'on les croit en fait. Mais ce qui pourrait paraître naturel, on s'aperçoit que ça allait pas du tout. Et en fait, il y en a beaucoup qui sont pas assez entendus et qui ont l'impression d'être folles. Et c'est assez fréquent, en fait. C'est la Mm. fréquence qui m'a un peu alertée là-dessus et qui m'a un peu étonnée. C'est l'impression d'être folle et de devoir tout le temps s'adapter à un monde qui est pas pour elle, à tout le temps à se dire on m'a tout le temps dit que j'étais trop, on m'a tout le temps dit que quelque chose allait pas chez moi, que j'étais trop ci, trop ça, que je prenais trop à cœur les choses. Et en fait, on se rend bien compte que tout de suite on part sur la folie. Donc tout de suite, je suis folle et il y a quelque chose qui va pas dans mon cerveau et donc, ça rejoint un peu le bouton on-off, c'est qu'il faut me guérir ou faut me trouver un moyen d'arrêter. Donc là, comme pour le bouton on-off, c'est la même chose, c'est déjà de rassurer, d'écouter avec ce que je sais des atypies et leur expliquer leur fonctionnement et pourquoi elles se suradaptent et en quoi et comment elles peuvent faire maintenant, une fois qu'elles se connaissent bien, il faut quand même un petit peu de travail, c'est comprendre ses émotions. Et là, il y a un vrai boulot de se dire, c'est quoi une émotion, ça sert à quoi? Et voilà, je les amène petit à petit à comprendre leurs limites, leurs valeurs, les émotions qui peuvent être associées à tout ça ou qu'elles peuvent ressentir et en fait, à démêler un peu tout ça. Et en fait, finalement, en comprenant, en les accueillant et en faisant quelque chose, elles se rendent compte que pas ça se lisse, mais qu'en tout cas, c'est moins des torrents et que Ouais. elles virent moins dans des colères noires parce que finalement, les colères ont plus forcément lieu d'être. Quand c'est en colère, elles savent pourquoi ou en tout cas, elles s'interrogent et ainsi de suite. En fait, finalement, mais ça peut être aussi de l'euphorie. On parle souvent, la colère est dérangeante, la tristesse aussi, mais voilà, j'ai une patiente, c'est l'euphorie qui la dérange. Elle fait quand un truc me plaît, je saute partout et en fait, ça dérange tout le monde. Et voilà, c'est vraiment cette sensibilité à être au monde qu'une fois qu'elle est comprise et qu'on modifie aussi un peu son environnement parce qu'on a envie de... Et Ah ben en oui, fait, oui, on se sent pas dans une case, quoi. On se sent pas totalement. contrainte. Et donc, c'est vraiment je suis pas folle, merci de m'entendre comme je suis. C'est vraiment le troisième que j'entends souvent et ça fait presque révélation, en fait. C'est vraiment... Oui, ça y est, et, enfin, et ouais, je peux me comprendre au bout de tant d'années de vie, c'est finalement. ça. Et Ouais. c'est la partie de mon boulot qui est assez chouette, je trouve, c'est quand on voit les Mm. personnes qui finalement, il faut pas, j'ai l'impression qu'il faut pas vraiment grand-chose jusqu'à ce qu'elles se fassent confiance et qu'on leur Bien mette les sûr. bons mots. Et on s'aperçoit qu'en quelques séances, elles sont métamorphosées. Amorphosé. Oui, Ouais. Ça fait un peu magique complètement. comme ça, mais finalement, Ah, la thérapie, c'est un peu de la magie. Une fois qu'on a trouvé la thérapeute qui nous convient et au bon moment aussi dans notre vie, voilà, ça peut avoir ce côté-là. on s'autorise ça aussi. Oui, tout à fait. Ça peut avoir cet effet. Mettez des paillettes dans votre vie et allez en thérapie. Voilà, exactement. Je vais mettre ça, je vais l'encadrer Ah, tu vois. dans ma salle Euh, d'attente. Ça, c'est pas mal. En gros, tu fais hop là. Pour terminer le podcast, parce qu'on arrive déjà à la fin, ça va très vite. Est-ce que tu peux nous donner tes trois clés
de coup de baguette magique, Ouais. Alors, on va dire que si ça existe. si ça existe. La première, en fait, j'en ai un peu parlé, c'est ne pas avoir peur de l'étiquette. En fait, des étiquettes, on en a tous, on cherche tous des normes, on cherche tous qui on est et on s'en mêle, donc autant avoir les bonnes. En fait, une fois qu'on a une étiquette ou en tout cas des noms sur comment on fonctionne, en fait, ça permet de chercher les bonnes infos, ça permet de lire les bons livres, ça permet de suivre les bons comptes Instagram, ça permet d'échanger avec les bonnes personnes qui nous comprennent. Petit à petit, l'étiquette va s'envoler et on va comprendre qui on est et ce sera plus un débat. Comme qu'on soit gaucher ou droitier, au début, oui, on fait attention à l'école et nanana, on a les bons outils. Après, ça fait partie de notre vie et c'est plus un sujet. En fait, de la même manière, je trouve que de savoir comment on est au monde. Donc voilà, est-ce qu'on est hautement sensible? Quelles sont nos hyperesthésies? Quels sont nos liens avec les émotions? En fait, une fois qu'on sait tout ça, ça nous donne vraiment un mode d'emploi de qui on est. Et je trouve que c'est super important. C'est un peu un accélérateur pour se connaître. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on arrête de chercher, on arrête de croire qu'on est ci, qu'on est ça, ou en fait, voilà, je fonctionne comme ça a un nom, tant mieux, il y a des gens qui ont fait des recherches. Donc au Autant en moins avoir le profiter. bon nom et puis s'en servir et puis voir que finalement on n'est pas tout seul, même si c'est des minorités, Oui, en tout cas dans le mode de fonctionnement, parce qu'on n'est pas sur un fonctionnement classique, enfin en tout cas majoritaire, on va dire. Autant avoir voilà les codes et voir qu'on n'est pas tout seul. tout à Donc fait. ça, c'était mon premier tips, si on peut dire. Mhm. Le deuxième, c'est se faire aider, se faire accompagner. En fait, on pense tout le temps que d'aller, de se faire aider, mais que ce soit par des coachs, des thérapeutes, par des masseurs, enfin n'importe qui, en fait, on se dit, oh non, mais comment dire, il y a plus grave, ou ça va passer, ou ouais, moi, j'en ai pas besoin. En fait, il y a un mélange de peur, de fierté, je sais pas, et en fait, on se rend compte que quand on se fait aider, guider, notamment par des gens qui connaissent notre mode de fonctionnement, en fait, ça peut aller vite. On peut vite, en fait, des fois, il faut pas beaucoup de séances ou pas beaucoup de coups de main, si on veut parler comme ça, pour aller mieux. Et finalement, on voit bien qu'on rumine beaucoup, mais finalement, si on rumine avec les bonnes questions, ça peut aller vite aussi. Donc, en fait, Complètement. c'est vraiment, en tant qu'atypique, je trouve que enfin, voilà, qu'il faut pas hésiter à se faire aider ou Deuxième accompagner. tips. Ça, c'est mon deuxième tips. Et le troisième, c'est un peu plus, je prêche pour ma paroisse. Donc, on Oui. s'éloigne un tout petit peu de la sensibilité. C'est, en fait, si ça va pas avec la personne qui vous accompagne, avec votre psy, par exemple, on change. En fait, je vois Mhm. tellement de gens qui, par politesse, par timidité, par loyauté, parfois, en fait, se sentent pas bien dans leur relation avec leur thérapeute. Et c'est vraiment le cas chez les personnes hypersensibles parce que comme on perçoit beaucoup, avec le corps, avec les sens. En fait, elles y vont à reculons, elles ont la boule au ventre. Alors, je dis pas que c'est tout le temps une partie de plaisir d'aller chez le psy, mais on doit en retirer quelque chose de bénéfique et le corps parle vraiment beaucoup et on peut pas aller tout le temps chez une personne qui nous intimide ou en fait, il faut vraiment se faire confiance. Et si ça va pas, si notre corps nous dit, si notre tête nous dit que bof, oui, il faut le faire, mais que c'est pas terrible, honnêtement, faut déjà en parler au thérapeute s'il est ouvert, que vous en avez envie, que vous en sentez capable. Si c'est pas le cas, en fait, faut changer. C'est vraiment Oui. pour le coup Comme le coiffeur. comme le coiffeur, exactement. Si notre tête nous va pas une fois, deux fois, après, on change. Et donc voilà, donc c'est valable pour tout le monde, mais notamment les personnes hautement sensibles parce que en fait, on le sent vite dans le corps et il faut se servir de cet outil génial qui est Complètement. notre corps et nos pensées pour nous dire ouais, là, il y a un truc, je le sens pas vraiment. Et c'est de l'humain, donc en fait, il faut pas hésiter en fait à trouver quelqu'un qui nous correspond. Et Donc c'est si une des je... premières choses que je dis en cabinet quand, mais Oui, au premier rendez-vous. Si ça faut le colle pas, sentir. on est des êtres humains, c'est pas grave. Ou si au bout d'un moment quelque chose vous va pas et que vous pouvez m'en parler, on en parle. Si ça va pas, faut vraiment, enfin vraiment, c'est hyper important d'être à l'aise avec la personne. De pouvoir communiquer. Ouais, Tout à fait. parce que c'est notre temps, c'est notre argent, donc Oui. faut pas hésiter. Donc du coup, pour conclure, ne pas hésiter à aller chercher des étiquettes pour mieux s'en débarrasser. Ouais, exactement. Ne pas hésiter à se faire accompagner. Voilà, peu importe à quel moment dans la vie. Et oui, il y aura toujours une personne pour qui c'est peut-être plus grave dans sa vie, mais ça, peu importe, parce qu'on n'est pas notre voisin. Et ne pas hésiter à changer de thérapeute, de coach, hypnothérapeute, etc. En tout cas, de professionnel, si on sent tout simplement que ça ne va pas, que ça ne passe pas. Si on y va à reculons. Exactement. Super. Très bien résumé. Merci beaucoup, Marion.
Où est-ce qu'on peut te retrouver si des personnes qui t'écoutent ont des questions ou ont envie de se faire accompagner, etc. Soit sur Instagram, donc c'est marioncomo_psy, ou soit en fait sur mon site internet, donc www.marion-como, donc co2meaux.com. Ok, Voilà. super. Très clair. Merci beaucoup, Marion, d'avoir partagé tout ça. On aurait pu faire beaucoup plus longtemps, mais voilà, maintenant ce sera à la curiosité de chacune et chacun. Merci beaucoup Audrey. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt, au revoir. C'était une interview de Marion Como et j'espère que cette écoute t'a plu. Si tu souhaites apporter ton témoignage, si tu as des questions ou simplement envie de nous envoyer des cœurs, n'hésite pas à nous écrire un message sur le site, la page Instagram ou le LinkedIn de l'Observatoire de la sensibilité, ou bien ici même en commentaire, et nous serons ravis de te répondre. C'était Audrey Hernandez, à bientôt.